Bonjour. Alors bienvenue pour cette session qui aurait mérité elle seule l'intégralité des travaux des rencontres d'Aix. C'est la loi du genre. Nous allons tenter de tracer en 1h30 les voies et moyens pour nourrir la planète. Vaste programme, aurait dit en son temps le général de Gaulle. Ce programme, c'est Lionel Fontanier, du Cercle des économistes, professeur à Paris 1, qui nous en trace les grandes lignes, nous en donne la problématique, la croissance et la démographie étant bien évidemment l'une des clés du problème. Lionel. Voilà, donc, est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour à tous. Donc, toutes mes excuses pour ce retard. Nous sommes dans une logique séquentielle de séances, de sessions qui s'est transformée en logique parallèle. Et donc, comme vous n'aviez pas la retransmission de la session précédente, qui n'arrivait pas à se terminer, donc je suis en retard et je vous prie de m'en excuser. Voilà pour le contexte. Alors, nourrir la planète, très rapidement. Vous savez tous qu'en 2050, on sera à peu près 9 milliards. Les hausses de prix agricoles, notamment après les mauvaises récoltes de l'année 2010, ont montré qu'il y avait un vrai sujet en matière de prix de l'alimentation. Et tout ça a fait ressurgir, en fait, les thèses malthusiennes. Et il y avait eu une première résurgence de ces thèses dans les années 1970 avec le Club de Rome, vous vous en rappelez peut-être. Donc aujourd'hui, il y a un renouveau d'intérêt pour le très long terme, et c'est l'objet de cette session. Alors pour avancer sur ces sujets, il est souvent très très utile de partir d'un cadre analytique assez précis, et ce n'est pas uniquement un cadre économique, il faut aussi parler de démographie, il faut parler d'agronomie, mais comme ce sont aujourd'hui les journées d'économie, on va parler quand même beaucoup d'économie. Alors sur ce sujet, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le très long terme, et qu'est-ce que ça représente en termes économiques. Donc il y a la Banque mondiale, il y a l'OCDE, Kim Anderson, qui est juste à côté de moi, travaille aussi sur l'horizon 2030, je crois. Donc il y a beaucoup d'équipes qui travaillent. Il y en a une en France qui est celle du CEPI, et je reprendrai un peu plus ces travaux dans mon bref exposé. Alors quelle est la taille de l'économie mondiale à un horizon un petit peu de long terme? Si on regarde l'année 2050, par exemple, qui est quelque chose de facile à concevoir, eh bien on ne peut évidemment pas envisager la trajectoire entre aujourd'hui et 2050 en extrapolant simplement les taux de croissance, et il faut avoir un raisonnement beaucoup plus avancé que ça. Et donc tout ce qui compte, c'est quelle va être la transition démographique dans les différents pays, quelle va être la participation au marché du travail, comment vont évoluer les taux d'épargne, comment les capitaux vont se déplacer entre les régions du monde qui ont besoin de capitaux et celles qui en ont, quelle est la qualité des institutions, quel est le prix de l'énergie. Tout ceci va déterminer la croissance. Il y a évidemment tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte, et quand on les met tous dans un modèle économique, dans une maquette, eh bien on s'aperçoit qu'un ordre de grandeur raisonnable à l'horizon 2050, c'est que l'économie chinoise ou l'économie indienne, en volume, c'est-à-dire sans tenir compte de la déformation des prix, d'ici à 2050, devraient voir leur taille multipliée par 8. Donc ce n'est pas simplement que la production, que la population mondiale va augmenter jusqu'au point évoqué tout à l'heure, c'est aussi que la taille de ces économies va augmenter terriblement. Et donc si vous raisonnez en valeur, c'est encore 2 fois plus à peu près. Et donc comment nourrir la planète dans ces conditions? Eh bien les économistes ont tendance à penser qu'en réalité c'est un problème d'offre, c'est un problème de demande, et au milieu de l'offre et de la demande, il y a le marché et les prix. Alors la demande, c'est la démographie qui compte, c'est le revenu par tête, et c'est les habitudes alimentaires, et tout ceci est lié bien sûr. L'offre, c'est la disponibilité des terres. Vous savez que d'autres usages des terres doivent être considérés, et donc l'agriculture peut se trouver en compétition avec d'autres usages. En tout cas, l'alimentaire peut se trouver en compétition avec d'autres usages. Puis à la fin, il est quand même nécessaire de garder des terres pour avoir un petit peu de forêt, ne serait-ce que pour séquestrer le carbone. Et donc, disponibilité des terres et productivité, c'est-à-dire progrès technique. Je crois que nous en parlerons beaucoup aujourd'hui. Offre et demande donc se rencontrent sur un marché avec un prix, et donc la question qui se posera notamment est de savoir si les consommateurs dans le monde entier pourront s'offrir les produits qui seront fabriqués, les produits alimentaires qui seront fabriqués.
Alors 5 points sur lesquels j'espère ce débat permettra de revenir à partir de tout ça. Le premier point, c'est qu'on a bien en tête que le revenu mondial va monter, donc ça va normalement permettre aux gens de consommer plus, mais en même temps la part de l'alimentation dans la dépense va diminuer. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça va limiter la pression sur les marchés agricoles. Le deuxième point, c'est les gains de productivité. Donc il faut mettre en œuvre le progrès technique, mais il faut que le progrès technique soit accepté socialement. Et une des difficultés dans l'agriculture, on aura peut-être le temps d'en parler, c'est l'acceptabilité sociale du progrès technique. Et toujours en matière de gains de productivité, ce qu'il va falloir considérer, c'est l'impact du réchauffement climatique dans les différentes régions du monde sur la productivité. Troisième question, les zones de production et les zones de consommation vont être de plus en plus dissociées, ne serait-ce que parce que l'Asie est le pôle de croissance le plus rapide et que ce n'est pas là forcément que la productivité agricole ou que les productions agricoles vont augmenter le plus vite. Et donc on aura des zones qui seront excédentaires en termes de production agricole et d'autres qui seront déficitaires. Et donc il va falloir que ces zones commercent entre elles, ce qui pose la question du protectionnisme, ce qui pose la question de la sécurité alimentaire et ce qui pose une question de contrainte de balance courante pour les pays qui devront importer l'essentiel de leurs aliments. Quatrième question, donc la question des prix, de l'accès à l'alimentation. On voit bien que le revenu moyen va augmenter dans l'ensemble ou la plupart des pays du monde, mais ça ne veut pas dire que le revenu de chaque individu va augmenter, puisque en même temps que le revenu moyen monte, les inégalités de revenus augmentent aussi. Donc il est tout à fait possible que dans un certain nombre de pays en voie de développement, eh bien, en dépit de l'élévation du niveau moyen, les éléments de nutrition soient insuffisants. Et puis dernier point, face à toutes ces mutations, se pose un sujet sur lequel l'économiste est moins à l'aise, tout en percevant qu'il est très très important, et ce sera ma conclusion, c'est la place de l'agriculteur, du paysan dans nos sociétés, le rôle de l'agriculture dans nos sociétés, et donc si effectivement on a une transition massive de la population agricole vers d'autres emplois au niveau mondial, ça pose une question de révolution sociale au niveau mondial dont on ne connaît pas encore tous les enjeux. Éric, que je ne présente plus, notre académicien, c'est à toi et je crois que tu vas nous dresser une fresque millénaire sur le paysan, la terre, l'eau, le ciel, etc. Plus que ça encore. Oh. À la vitesse du haïku. Alors, 5 points. Premièrement, rappelons qu'avec le Cercle des économistes, il y a 5 ans, nous avions travaillé sur les raretés. Et nous avions distingué entre les raretés que nous avions qualifiées d'opiniâtres, c'est-à-dire s'affrontant à des manques physiques, et les raretés paresseuses, qui étaient des raretés qui dérivaient simplement du manque d'investissement. Alors, étant donné les tensions souvent sur les marchés et la volatilité des cours dans le domaine de l'agriculture, on pourrait croire que la rareté dans le domaine agricole est une rareté opiniâtre. Or, c'est exactement l'inverse. Ce sont des raretés paresseuses. Il y a des volatilités des cours qui sont juste la traduction d'une offre insuffisante par rapport à la demande, pour une raison précise, c'est qu'on n'investit pas suffisamment dans l'agriculture. Première remarque. Deuxième remarque, toujours sur la rareté. Quand j'ai travaillé sur l'eau, j'ai fait mon petit tour du monde sur l'eau, on m'a dit « Ah, c'est la rareté de demain ». Or, après expérience et après enquête, je me suis rendu compte que dans 85 à 90% des cas, on manquait d'eau parce qu'on n'investissait pas suffisamment dans l'eau et qu'on n'économisait pas suffisamment l'eau. Et donc, la question de la rareté est beaucoup moins une question de rareté d'eau qu'une rareté de terre. Et qu'il y a déjà des continents entiers qui sont en manque de terre, premièrement. Et deuxièmement, d'après une enquête de la Banque mondiale, ce qui était intéressant, c'est de voir que des investissements dans des terres, soit pour les louer, soit pour les acheter, ne sont efficientes que s'il y a derrière un État qui permet de garantir les règles du jeu. Troisième remarque. Il y a, et Lionel en a parlé, la place des agriculteurs dans la société. Il y a un cercle vicieux que j'ai constaté à peu près partout. On oublie les agriculteurs, voire on leur écrase la tête, donc ils accroissent la population dans les villes. Comme les villes sont de plus en plus nombreuses, on veut que les citadins aient des produits agricoles au prix les plus faibles et on continue encore plus à écraser les agriculteurs. Et ce cycle-là est évidemment infiniment pernicieux. Quatrième point.
le mépris dans lequel on tient les agriculteurs, et notamment dans notre pays, est inacceptable. Franchement, quand je vois tellement de citadins donner des leçons de nature aux agriculteurs, je me dis qu'il y a quand même un petit problème qui se pose. Deuxièmement, quand on voit les mêmes citadins dans les pays riches ou les pays pauvres qui veulent dépenser de moins en moins pour la nourriture, je me dis aussi il y a quelque chose d'un peu pourri. Troisièmement, quand je vois toujours les mêmes citadins, je résume, qui se méfient énormément de tout progrès technique ou scientifique dans le domaine de l'agriculture, en faisant référence à une sorte de soi-disant nature, je continue de m'inquiéter. Cinquième et dernier point, si le prix, c'est-à-dire si le bas prix, est le seul critère retenu de l'excellence, eh bien, nous aurons la situation suivante, 5 ou 6 pays de production agricole qui distribueront leurs produits un peu partout, dans des cargos, de tout ce qu'on peut imaginer, et avec des agricultures ailleurs mortes. Dans aucun autre domaine, le modèle libéral, voire ultra-libéral, est aussi pernicieux. Dernier point en forme de conclusion, c'est bien d'avoir un ministre de l'Agriculture qui est en même temps un ministre de l'agroalimentaire, parce que évidemment il va devoir constituer ou reconstituer des filières. Il n'y a pas seulement des marchés. Je connais assez bien maintenant le monde agricole français, et revenant très souvent d'Asie, soit par le nord, soit par le sud, je compare le terroir allemand et le terroir français, et quand je vois que la France maintenant est derrière l'Allemagne en termes d'exportation de produits agricoles, je suis colère. Merci. Merci Eric. Thank you. It's a great pleasure to be here for the first time at this conference. Thank you, Lionel, for this invitation. Projecting is difficult, especially if it's about the future. But I think there's one safe prediction we can make, and that is that developing countries will become a very much bigger part of the world economy in the next 2 or 3 decades. This is going to shift is already shifting the centre of gravity of the world economy and and industry, but it's doing more than that. It's altering the commodity composition of trade, and it's doing so at a much more rapid rate currently than was the case 3 or 4 decades ago, when first Japan and then Korea and Taiwan developed rapidly. And the reason is that not only, like Japan and Korea, are China and India natural resource poor, but they are vastly more populous, of course. And in the case of food, that means they're going to be consuming vastly more food than was happening with the income growth associated with their East Asian neighbours in earlier decades. And of course, this rapid industrialisation in natural resource poor countries means the price of primary products has been rising on international markets, of industrial raw materials, of fossil fuels, and of course of food. But there's been 2 other contributors to high food prices in recent times. One of them is biofuel policies that have developed in a number of countries, including this part of the world. And that has meant that the price of fuel, when it is high, is going to suck up the price of food, because crop products will be used for substitutes for fossil fuel, or supplements usually to fossil fuels. And the second important reason for these high prices we have now is a neglect of agricultural investment, particularly in research and development, over the past quarter century. If you remember back to the mid-80s, the world price of food was at a record low, and countries thought, well, we've beaten Malthus, we now have a world that is surplus in food, and we need not invest quite so much in agricultural research and development.
That research and development takes 25 or 30 years to have an effect, so a slowdown there has had an effect on raising international food prices a generation later. So with that rapid growth in incomes in these emerging economies, we can expect the price of food to remain high, which of course is going to threaten global food security for the food insecure people who are usually the poorest people in the world. But I'd like to talk to two possible solutions to this situation. One is obviously returning to a higher rate of growth in public investment in agricultural research and development and associated education for rural people that will help them absorb those new technologies as they come on stream. That sort of investment has a very high social rate of return nationally and globally. We know from previous studies it's going to have an even higher rate of return into the future, not only because of biofuel demands, but also because of climate change and the need for new investments to help farmers adapt to climate change will raise that rate of return. This investment has to be not only in the developing countries, but also in high-income countries and in the international agricultural research system. Because if the investments were only in countries like India and China, then that would raise incomes in those countries, and a lot of that income would be spent on higher quality food products like livestock products, and so there wouldn't be necessarily a large increase in surplus exports from those countries from that investment. So we need to broaden that investment effort. It could, of course, yield faster results if new biotechnologies were adopted in more countries, but even without that, there will be a high rate of return to further investments in that area. The second solution, this is my last comment, has to do with trade policies. The World Trade Organization has not been able to conclude its current Doha Development Agenda. That means agricultural policies, which are a major contributor to remaining welfare costs of trade policies around the world, are not being disciplined by a new agreement amongst WTO members. If that were to be possible, it would reduce the risk that some of these newly industrializing countries, such as China, become agricultural protectionist countries in the same way that earlier industrializing countries did. And if they were to do that, that would mean the growth of international food trade would be thinner, it would be smaller, and the markets would remain thinner. When markets are thin, that is, the share of production exported is small, then these markets are more volatile when you have a stocking out or some other shock to world food markets. There's one other area where the WTO could make a contribution. It's not yet on the agenda of the Doha round, but it is to bring more discipline to agricultural export restrictions. They are currently not disciplined very much in WTO, and that means when a food price spike occurs, as it did in 2008 and again in 2010, there is nothing stopping a WTO member from putting in place an export restriction. And when that happens, it increases the international price even more and makes it even more difficult for the poorest countries of the world to afford food. The last point I'd make, of course, is that if biofuel policies were not to continue, that would de-link food prices from fuel prices, and so we wouldn't have quite that additional influence on raising the price, both the mean level and the volatility of international prices. Thank you. Merci. Sylvie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les paysans survivent et nourrissent le monde? Quelle question! Alors je pense que vous allez avoir la carte derrière moi pendant que je parle, une carte du Programme alimentaire mondial, puisque vous le savez, c'est l'organisme qui apporte de l'aide alimentaire dans des situations d'urgence. Il faut rappeler quelques données que vous connaissez probablement. Aujourd'hui, il y a
un peu moins d'1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, qui sont principalement des pauvres. Ce ne sont pas des affamés, ce sont des malnutris. Ce milliard de personnes représente à peu près 17% de la population mondiale. C'est intéressant de voir que par rapport aux années 70, nous avons divisé le pourcentage par 2. C'était 33% à souffrir de la faim dans les années 70, mais nous n'avons pas changé le chiffre malheureusement, c'est-à-dire que nous avons toujours ce volant de populations qui sont en dehors, qui sont des non-consommateurs, qui n'ont pas accès à la nourriture, même si cette nourriture existe. Les perspectives, eh bien, en 1996, la FAO disait que en 1996, il y avait 800 millions de malnutris. La FAO disait d'ici 2015, nous passerons à 400 millions. Ben non, il y a eu les émeutes de la faim de 2007-2008 et nous avons appris que le chiffre restait désespérément élevé et que les enjeux qui nous attendaient pour demain étaient très inquiétants et très alarmants puisque la production céréalière mondiale devait passer de 2,3 milliards de tonnes de céréales à 3,4 milliards de tonnes d'ici 2050 pour nourrir une population qui passerait de 7 à 9 milliards d'individus, dont les 2/3 résideraient en ville. Aujourd'hui, c'est la moitié de la population mondiale qui réside en ville. Demain, ce sera les 2/3. Chaque année, il y a 50 millions de personnes qui quittent les campagnes pour aller dans les villes. Ces gens qui sont dans les villes, eh bien, il leur faut une alimentation accessible. Dans un contexte où on nous parle de quoi ? De changement climatique, où l'on nous dit qu'il faut... tout à l'heure, je crois qu'Éric en a parlé, il faut étendre les zones protégées. Les zones protégées, c'était 2 millions de kilomètres carrés en 1950, c'est 20 millions de kilomètres carrés aujourd'hui. Et la conférence de Nagoya de 2010 dit qu'il faut passer de 13% des superficies émergées à 17% des superficies émergées d'ici 2020. Donc vous voyez les défis. Alors, face à cela, est-ce que on est obligé de s'accommoder de la faim des pauvres ? Non, moi je pense que non. Après avoir travaillé 17 ans dans l'humanitaire, je peux dire qu'il y a des possibilités en matière de rendement qui restent très faibles dans un grand nombre de pays, des possibilités en matière d'extension des superficies cultivées. En Afrique, c'est seulement 10% des terres qui sont effectivement cultivées. Il y a des réserves de terres gigantesques dans un grand nombre de continents et le réchauffement climatique, paradoxalement, va augmenter les terres disponibles, notamment dans l'hémisphère nord. Mais pour résoudre le problème de la faim, il faut qu'il y ait 3 conditions, à mon avis, qui soient réunies. Et ces 3 conditions, ça tombe bien, pardon pour les anglais parce que ça marche moins bien en anglais, mais elles commencent par la lettre P. Le premier P, c'est la paix, P-A-I-X, parce que dans un grand nombre de pays, les paysans souffrent de la faim simplement parce qu'ils vivent dans l'insécurité. Ils ne peuvent pas récolter, ils n'ont pas confiance, ils ne peuvent pas investir dans leurs terres. Et on voit bien que les grandes zones d'insécurité alimentaire, quelles que soient les conditions climatiques, c'est d'abord les zones d'instabilité politique. Donc premier problème, la paix. Aujourd'hui, il peut y avoir des crises alimentaires, mais quand elles dégénèrent en famine, c'est toujours parce qu'il y a eu un processus politique qui fait que certaines populations n'ont plus accès à l'alimentation dans l'endroit où elles se trouvent. Le Programme alimentaire mondial, sinon, peut apporter de l'aide, on a des systèmes d'information, on a des systèmes d'alerte. Les famines ne sont plus naturelles, elles sont politiques, et de ce côté-là, eh bien, c'est tout le problème de l'information et de la démocratie. Le deuxième P, on en a beaucoup parlé déjà, ce sont les prix. Pourquoi ? Parce qu'aucun paysan du monde ne se limite à un estomac qu'il suffit de remplir. Un paysan, pour travailler, il a besoin d'être rémunéré. Et pour être rémunéré, il faut que son travail soit reconnu. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les paysans doivent s'organiser, que partout où ils souffrent, c'est parce qu'ils ne sont pas en syndicat, en coopérative, qu'ils ne sont pas soutenus par des ONG. Le rôle des filières est essentiel. Mais il ne suffit pas de rémunérer correctement les paysans. Il faut aussi que la nourriture soit accessible en ville à ceux qui sont dans une situation où 70% de leur revenu est consacré à l'achat de nourriture. Et cette logique très compliquée entre rémunérer correctement les paysans dans les campagnes et donner la nourriture accessible en ville dans les villes, eh bien ça passe par la productivité, ça passe par des efforts, des investissements dans les campagnes, parce que sans semences améliorées, sans outils, sans soutien à l'agriculture, sans filière de distribution, eh bien le paysan, il est complètement spolié, il est exposé aux fluctuations climatiques et aux fluctuations des prix. Et la volatilité des prix, eh bien c'est une catastrophe. Chez nous, comme dans le Sud, c'est une catastrophe partout. Quand le paysan sème, il va s'écouler entre 4 et 8 mois entre le moment où il sème et le moment où il va récolter. S'il n'a pas des systèmes assurantiels, des systèmes de contrat, eh bien il est pieds et poings liés devant les caprices de l'économie et devant les caprices de la météo. Et ça m'amène au troisième P. Le troisième P, ce sont les pluies. Parce qu'on l'oublie, mais sur le milliard de paysans qui aujourd'hui est pauvre dans le monde, eh bien un très grand nombre dépend encore des caprices du ciel. Et cette agriculture pluviale, c'est souvent une agriculture à faible rendement.
Le changement climatique dont on a parlé nous pose de nouveaux défis. Ces nouveaux défis, ce sont le fait que les territoires vont devoir à la fois faire face à une modification. Nous entrons dans l'ère des incertitudes. Dans le sud-ouest de la France, par exemple, on voit bien le réchauffement. On a gagné 3 semaines dans l'avancée des semis du maïs, ce qui montre bien que le changement climatique est une réalité. Mais il faut que l'agriculture puisse agir à la fois en termes d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire agir sur les conséquences du changement climatique, mais on attend aussi d'elle qu'elle agisse dans l'atténuation du changement climatique. Et tout à l'heure, je vous ai parlé des zones protégées. Eh bien, il faut savoir qu'un champ en croissance capte 2 fois plus de CO2 et produit 2 fois plus d'oxygène qu'une forêt. Alors, il ne s'agit pas d'opposer les forêts aux champs cultivés, mais il s'agit de comprendre que les paysans peuvent produire une biodiversité nourricière, qu'ils peuvent être les meilleurs alliés de cette nature que nous idéalisons, mais qui n'est en réalité qu'une nature construite, une nature façonnée. Sans paysans pour fabriquer la nature, les chemins se ferment, les terres s'embroussaillent, les friches gagnent, les incendies se développent et le citadin qui aime tant la nature se retrouve dans l'incapacité d'en profiter. Sauf que, comme les pluies sont erratiques, eh bien, il faut penser à un autre P, et Eric a écrit un très beau livre là-dessus, ce sont les puits. Les puits, pourquoi ? Parce que l'irrigation, c'est le moyen de faire face aux aléas climatiques. Aujourd'hui, 17% seulement des terres sont irriguées dans le monde, mais elles produisent 40% de la production. Irriguer, c'est produire plus sur moins de terres en employant plus de monde, c'est faire 3 récoltes par an dans les pays tropicaux. Or, vous le savez probablement, les paysans français se retrouvent confrontés aujourd'hui à une opposition sociétale face à l'irrigation. Ils ne captent pourtant que même pas 3% des volumes qui tombent sur notre territoire, mais on leur fait la guerre. Chaque fois que vous voyez un asperceur dans les campagnes, votre petit cœur se serre. Je ne parle pas de vous, mais je parle du citadin qui est en vacances à ce moment-là. Et on a l'impression que le paysan vole l'eau de la collectivité, alors qu'aucune autre profession n'est soumise à de telles contraintes, des compteurs d'eau, un pilotage des outils d'irrigation, un certain nombre de techniques qui leur permettent aujourd'hui de ne plus arroser, comme ils l'ont fait, c'est vrai, par le passé, mais d'irriguer. Et ça, c'est très important. Alors, ça veut dire que, inutile de dire qu'en Afrique, 5% seulement des terres sont irriguées, donc on voit bien la vulnérabilité de cette Afrique. Alors ça veut dire quoi face à ces grands enjeux, face à ces 3 P ? C'est que d'abord, toutes les agricultures sont nécessaires. On ne peut pas jeter un diktat sur les grandes cultures, on ne peut pas considérer que la petite agriculture familiale paysanne est la seule à nourrir le monde. Elle est nécessaire, elle est fondamentale, mais nous avons besoin de toutes les formes d'agriculture, les grandes cultures. Nous devons aussi nous poser la question du génie génétique. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Il faut s'interroger sur ce qu'il peut permettre dans certains pays, mais que pour résoudre cette quadrature du cercle entre les 4 P, eh bien, il faut un autre P qui sont de bonnes politiques agricoles et alimentaires. Et il n'est pas normal que sur ces paysans du monde, 3 quarts soient méprisés et le dernier quart soit contesté. Et on se rend bien compte aujourd'hui que le problème de l'agriculteur, c'est qu'il ne bénéficie plus du respect auquel il devrait avoir droit. En France, après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé aux agriculteurs de nous aider à nourrir la France. Nous étions dépendants, nous étions affamés. Ces agriculteurs, ils ont relevé le défi. Ils ont réussi à faire de notre France un des pays les plus performants au monde. Et aujourd'hui, on les regarde comme des malfaisants, comme des empoisonneurs, alors qu'en réalité, ils sont en train de faire eux aussi leur révolution écologique. Simplement, l'agriculture ne peut pas obéir aux lois du marché. Quand on veut une agriculture forte, il faut la protéger. Il faut la protéger, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, pour chaque pays, mener sa souveraineté alimentaire. Les conditions ne sont pas identiques dans le monde. Tout à l'heure, Lionel le disait, 5 pays seulement pourraient nourrir le monde entier. Sauf que, à ce moment-là, ce milliard de personnes quitteraient les campagnes et viendraient dans les villes et le problème de la faim ne serait pas résolu. Donc il faut du soutien, il faut du respect, il faut de la protection et il faut aussi des stocks. Et ça, c'est très important, les stocks, parce que l'agriculture, c'est un secteur qui est erratique. Vous le connaissez sans doute, la loi de King, toute variation, même minime dans la production, se traduit par une variation considérable dans les prix. Et le seul moyen de réguler cela, c'est de pouvoir stocker, parce que les bonnes années suivent les mauvaises années. Et dans un certain nombre de pays, le paradoxe, je pense par exemple à l'Éthiopie, c'est qu'une année de très bonne récolte va être suivie d'une année de mauvaise récolte. Pourquoi ? Parce que
Le paysan produit beaucoup, mais il ne peut pas vendre. Ça reste au bord de son champ et il a dépensé des semences, il a dépensé des intrants, il a utilisé de l'eau, il a fourni du travail et il l'a fait pour rien. Alors qu'est-ce qu'il fait l'année d'après? Eh bien, il utilise juste la quantité de semences, d'intrants, d'eau qu'il lui faut pour faire face à ses besoins. Et là, si par hasard les précipitations sont en retard, s'il y a des ravageurs, eh bien, on est face à une crise alimentaire. Eh bien, face à ça, il faut réguler ce secteur, il faut intervenir et je suis très heureuse que nous ayons à cette tribune le ministre de l'Agriculture parce qu'il sait bien que les enjeux qu'il attend dans la renégociation de la PAC sont considérables et il sait très bien aussi qu'il n'y a pas une agriculture, que ce n'est pas uniquement le bio, ce n'est pas uniquement l'agroforesterie, ce n'est pas uniquement les circuits courts, ils sont nécessaires. Mais tout à l'heure, Lionel l'a dit, la sécurité alimentaire, ce sont aussi les échanges. Le Maghreb, c'est 2% de la population mondiale, mais 20% des importations alimentaires mondiales. Aujourd'hui, la France nourrit en partie le Maghreb. Si demain, nous oublions notre rôle pour à la fois fixer les agriculteurs dans les campagnes, créer de la richesse, créer de l'emploi, mais aussi notre rôle nourricier, eh bien, nous nous préparons des lendemains qui déchantent. Merci. Stéphane Le Foll, vous avez été interpellé, mais vous aviez déjà dit hier que toutes les agricultures étaient nécessaires et qu'il n'y avait pas une agriculture, mais des agricultures. Je fais allusion hier au papier l'interview que vous avez faite dans Le Monde. Donc c'est à moi là, hein, Oui, c'est ça? et oui. Je sais pas comment ça marche là. Bon, ça marche? Oui, ça marche. Bon. Oui. Bon, Éric Orsena a fait une présentation en disant qu'il y avait deux solutions, opiniâtre ou paresseux. Je vais essayer d'être opiniâtre et ne pas être paresseux. Vu la discussion, je crois qu'il y a effectivement du pain sur la planche. Il y a plusieurs sujets et vous avez un peu, je le dis, mélangé les questions. Il y a une question qui est posée à l'agriculture de l'Ouest. Je crois qu'au départ, il y avait une question, est-ce que l'avenir peut venir de l'Ouest, c'est-à-dire aux agricultures des grands pays développés. Celle-là, elle est spécifique. Elle est d'abord de considérer, et pour l'Europe en particulier, que cette question alimentaire et agricole est un enjeu stratégique. Ça, c'est le premier point. Il y a suffisamment de débats au niveau européen pour dire qu'on met trop d'argent dans la politique agricole pour que le ministre de l'Agriculture affirme cet après-midi que cette question est un enjeu stratégique et on la défend au nom de cet enjeu stratégique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la diversité des agricultures. On est passé d'une manière de voir les choses qui a consisté à considérer qu'il y avait des modèles qui allaient dominer tous les autres, à l'idée de la diversité des formes de production agricole, d'organisation et de commercialisation des produits agricoles qui sont différents et qui portent eux-mêmes des potentiels. Et il ne s'agit pas de considérer qu'il y en a un qui serait meilleur ou un qui va s'imposer à tous les autres. Ce n'est pas vrai. Ça, je crois que c'est une grande évolution dans la manière dont on aborde la discussion sur l'agriculture européenne et en particulier sur l'agriculture en France. Le bio, toutes les techniques nouvelles et puis les grands systèmes, à la fois le circuit court en passant par des circuits régionaux, nationaux, internationaux. Il y a pour tout le monde une logique, des perspectives et des projets. Le troisième point pour ce qui nous concerne, et là ça rejoint le dernier sujet sur la faim dans le monde, il est double. Il est qu'on vit avec des modèles de production qui datent de 30 à 40 ans. Et on ne fait que corriger les effets négatifs de ces modèles sans penser les nouveaux modèles. Et c'est ça la grande question. La bio a apporté une pierre à l'édifice et à la question qui était posée, mais au-delà de la bio, il y a bien d'autres choses à faire pour arriver à changer l'idée même qu'on se fait de la production agricole et à revenir à des principes d'agronomie qu'on a eu tendance à oublier. C'est pour Griffon l'idée d'une révolution doublement verte. Il y a eu la révolution verte, très bien. Eh bien, il faut une deuxième révolution. Elle est doublement verte, puisqu'elle consiste à partir du principe que pour être productif, il ne suffit pas de s'affranchir des contraintes naturelles, il faut d'abord, au contraire, prendre en compte les contraintes naturelles et, à partir de ces contraintes naturelles, faire en sorte d'aller le plus loin possible dans la capacité de production. Ça, c'est un changement conceptuel. Et le ministre de l'Agriculture, ça fait longtemps qu'il le disait avant d'être ministre, il le dit quand il est ministre, il le dira après quand il ne sera plus ministre, mais ça, pour moi, c'est essentiel. Essentiel comme point d'analyse. Et ça vaut ça pour l'ensemble des questions posées à l'échelle du monde. On sera dans une problématique où on aura besoin de toutes les agricultures du monde pour nourrir le monde. C'est Pisani, c'est ce que vous avez dit, c'est très important. Et les productions agricoles devront être adaptées aux écosystèmes dans lesquels elles se trouvent. C'est le premier
élément de base. On ne va plus imposer, comme on l'a fait dans les années 70, le modèle à tout le monde, de la même manière. C'est pas vrai, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et puis après, il y a la question alimentaire. L'alimentation du monde. Il y en a une d'abord qui est posée chez nous. L'accès à l'alimentation n'est pas quelque chose d'assuré pour une partie de la population en France et en Europe. Il y a 17 millions d'Européens aujourd'hui qui souffrent de malnutrition. Il y a des enfants en France qui mangent qu'une fois à la cantine par jour. Et ça pose de questions à personne. Et c'est pour ça que le débat sur vous savez, le PEAD, le plan d'aide aux plus démunis à l'échelle européenne, toutes ces questions sont des questions essentielles. Allez rencontrer les gens du Secours populaire ou du Resto du Cœur et vous verrez que depuis des années, ça ne cesse d'augmenter. Donc, la question de l'accès à l'alimentation, qui vaut d'ailleurs aussi pour la question sur l'accès aux soins, elle est encore posée, même dans un pays comme le nôtre, et même dans un continent comme le nôtre. Et la crise que nous vivons va accroître cette question, et donc on est obligé d'être comptable de cette idée. Et puis après, il y a la question de la nourriture de la planète. Et là, sur le débat que vous avez évoqué, et en particulier en introduction, c'est vrai qu'il y a la logique linéaire et malthusienne. On est combien aujourd'hui ? On est 7 milliards, on va être 9 milliards. Eh bien, il y a combien de production en volume aujourd'hui ? Pour passer de 7 à 9, il faut multiplier par 2 le niveau de la production, sans se poser la question qui est essentielle. À quel niveau qualitatif on se situe ? Quels sont les modèles alimentaires qui vont se développer ? Et ça, là encore, moi je suis convaincu de la nécessité de penser ces nouveaux modèles de production agricole en même temps qu'on va devoir penser les modèles alimentaires. Et il n'est pas du tout écrit, comme c'est dit partout, que tout le monde va se mettre à manger de la viande rouge, que tout le monde va commencer à consommer des protéines animales, qu'il va donc falloir augmenter le triple ou le quadruple des protéines végétales. Rien n'est écrit. Ça va s'écrire. Et donc la question alimentaire et la question culturelle de l'alimentation, elle doit revenir dans les débats. Et moi je plaide pour qu'on revienne là-dessus. Parce que c'est par la conception de l'alimentation qu'on arrivera à décliner l'idée même de l'agriculture ou des agricultures qu'on va développer. Et c'est par la conception de l'alimentation à l'échelle mondiale qu'on arrivera à résoudre la question alimentaire de manière globale. Et le constat est simple, hein. On est passé de 5 à 6 milliards à 7 milliards, on va passer de 7 à 9 milliards et on a toujours 1 milliard de gens qui souffrent de la faim. Alors, c'est bien la preuve qu'on est capable d'augmenter le niveau du volume produit, mais qu'il reste quand même un vrai problème de marge. On n'a jamais fait baisser ce milliard. D'où ça vient ? D'abord, dans ce milliard, il y a 80% de ceux qui souffrent de la faim qui sont des agriculteurs. C'est quand même un problème. Vous parlez des transferts des agriculteurs vers la ville et vous dites c'est ça le problème. Ben non, le problème c'est qu'il y a des agriculteurs qui aujourd'hui meurent de faim. C'est comme ça le premier problème. Donc on en revient bien à la question qui est posée au point de départ sur les modèles et, ça a été dit, sur l'investissement dans l'agriculture. Et c'est là qu'avec mon collègue australien, on aura des divergences. On n'a pas arrêté de nous bassiner depuis des années sur l'idée que c'est le commerce agricole et des produits agricoles qui allait régler la question de l'alimentation du monde. C'est faux. Il y a de temps en temps des constats à faire. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Si c'était ça la solution, on l'aurait trouvé. Ce n'est pas la solution. Pour les raisons qu'on évoquait, sur l'investissement, sur les écosystèmes, sur les modèles alimentaires. Donc il faut reprendre les choses dans l'ordre. Avec ce que je disais tout à l'heure sur les modèles alimentaires, sur l'investissement pour adapter la production agricole aux situations de chacun des écosystèmes. C'est ça l'enjeu. C'est ça la clé d'entrée maintenant dans ce grand débat sur la question alimentaire. En plus qu'on aura à se poser les questions de la transparence et de la régulation de l'alimentation mondiale, avec la transparence en particulier sur les stocks, la régulation sur la spéculation. Et moi, je ne suis pas contre du tout l'idée de l'échange mondial et du commerce mondial sur les produits agroalimentaires. Pas du tout. Mais j'en fais pas l'alpha et l'oméga pour réduire la question du problème de l'alimentation dans le monde. Au contraire, j'invite vraiment, et c'est l'occasion de temps en temps dans ces séminaires, de se poser des questions. Moi, vraiment, je suis convaincu de la nécessité à l'échelle du monde de changer l'approche qui doit être la nôtre pour résoudre ce problème. Voilà en tout cas ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai dépassé les 5 minutes. Non, mais c'est parfait. Mais voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci. Vera Songhui, est-ce que vous partagez cette approche de l'agriculture, notamment pour l'Afrique ? C'est bon, allez-y, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'appuyer. Ah, okay.
after that, I think, very eloquent presentation, good afternoon. I'm going to try to speak in French, which means I will be less eloquent, but hopefully more people will listen to me. Je pense aussi, comme a été dit par beaucoup de mes collègues ici présents, que le problème, c'est peut-être de changer le débat sur comment nourrir le monde et peut-on nourrir le monde. Mais j'aimerais plutôt poser la question, peut-on financer comment nourrir le monde? Et parce que je pense quelque part, ici, nous avons entendu les différentes solutions, mais au centre de cette discussion, c'est l'agriculteur. Et pour très longtemps, l'agriculteur a été considéré comme quelqu'un qui attendait les dons et les subventions. Et c'était peut-être la politique publique qui devait s'imposer sur comment faire l'agriculture. Est-ce que c'est la grande agriculture ou bien c'est les ONG qui disent que c'est la petite agriculture, ou c'est toujours défini aux agriculteurs comment faire l'agriculture. Mais au fond, l'agriculteur même est le secteur privé. Comme nous le savons, dans beaucoup de pays, en fait, il n'y a aucun pays développé qui s'est développé sans développer son secteur agricole jusqu'au niveau où elle peut elle existe aisément dans le secteur privé. Alors la question aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que nous avons suffisamment de finances qui vont surtout dans l'agriculture dans les pays africains? Et nous parlons peut-être toujours, et tous les ans, nous attendons dire qu'il y a un problème de la faim en Afrique de l'Est, problème de la faim en Afrique de l'Ouest. Mais très souvent, ce n'est pas un problème de problème de la faim en Afrique, c'est un problème de comment faire acheminer la nourriture du sud à l'est ou de l'est au sud. L'année passée, c'était l'Éthiopie. Cette année, c'est le Niger. Mais en Éthiopie, cette année, nous avons une production excédentaire. Et nous ne parlons jamais des problèmes de qu'est-ce qui se passe avec ces productions excédentaires qui restent périmées. Donc, je crois que c'est vraiment une question de se reposer la question. Si un agriculteur a l'accès au financement et au financement approprié, je suis convaincue qu'il prendrait les bonnes décisions. Il prendrait la bonne décision sur l'irrigation, sur la quantité d'engrais, sur la quantité d'eau qu'il faut utiliser, sur les techniques d'eau qu'ils ont besoin sur ces terres, avec évidemment l'information fournie. Ça, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas la place pour le secteur public, mais je pense que le secteur public doit mettre en œuvre un environnement qui est conduisif à l'essor du secteur privé pour prendre ses décisions elle-même et pas de l'imposer. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que quand l'agriculteur n'a pas accès au transport, 40% de la production agricole en Afrique est perdue en transportation. 40%. Ça veut dire que si nous pouvons seulement résoudre le problème de transportation, ce n'est pas un problème d'engrais ou de l'eau ou d'utilisation de sémences génétiques qui sont encore des grands débats, mais juste le problème de transport n'est pas un débat. Nous pouvons faire des routes un peu plus appropriées. Si l'agriculteur a de l'argent pour soit lisser ou acheter un camion de transport, il va pouvoir le faire sans un débat politique contesté. Deuxième problème, c'est le stockage. Au moins 25% de production périssent en stockage parce que soit la température n'est pas bonne, soit les conditions de stockage ne sont pas appropriées pour la production. Donc, si nous ajoutons et transportation et stockage, 60% est résolu sans augmenter les terres qui sont déjà mises en production, sans parler des nouvelles engrais, sans parler de l'utilisation de l'eau que nous savons aujourd'hui est une question presque politique. Et troisièmement, c'est une question d'accès au marché. Et l'accès au marché, aujourd'hui, nous la vivons dans plusieurs formes. Et j'aimerais parler de deux formes. La première forme, c'est en général en Afrique, l'agriculteur n'a pas accès directement à tous les marchés possibles. Donc, ils ont accès à un ou deux marchés qui se présentent devant eux et donc, ils n'ont pas de choix que de vendre à ces agriculteurs. C'est pour ça, en fait, comme a si bien dit monsieur le ministre, même en Afrique, les agriculteurs meurent de faim. C'est eux les premières personnes qui ont faim parce qu'ils produisent, ils vendent ce qu'ils ne mangent pas, ce qu'ils ne consomment pas. Et quand ils vendent ce qu'ils produisent, le prix de rentabilité est très faible, ils peuvent rien faire parce qu'ils sont contraints de vendre au premier venu. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché organisé, il n'y a pas un marché qui est très clair.
Et ici, ce que nous essayons de militer, et nous la voyons de plus en plus sur l'Afrique de l'Est, c'est un marché e-markets, I don't know how you say it in French, but mobile markets. Et un agriculteur aujourd'hui dans un village au Rift Valley du Kenya, il peut taper sur son téléphone et savoir que le prix du cacao en Inde, c'est $100 et le prix que l'offre un de 5 ou 6 grands acheteurs mondiaux de cacao est 50, il dirait non. Because he can reach the $100. So, si nous pouvons ouvrir aussi le marché de la communication, ce qui est déjà en train de se faire en Afrique de l'Est, nous le voyons très bien avec le cacao, avec le sorghum, que le prix pour l'agriculteur augmente. L'agriculteur devient vraiment quelqu'un, un secteur privé qui n'a pas besoin de subsides, qui n'est pas à l'écoute et à l'attente de l'État pour prendre ses décisions. Donc, ce que j'aimerais faire comme plaidoyer ici, c'est en attendant de résoudre les grands débats sur l'eau, sur l'engrais, et aussi, je pense, cet débat très passionné de est-ce que c'est la grande agriculture ou la petite agriculture, comment est-ce que nous devons faire la petite irrigation, la grande irrigation. Aujourd'hui, si nous pouvons résoudre des problèmes qui ne sont pas contestés entre nous sur augmenter la production, je pense avec le stockage, le transport et augmenter. Et c'est vrai que l'agriculture est aussi une question de politique nationale. Et dans beaucoup de pays, les politiques insistent. Il faut, comme dirait Madame Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, if I don't have rights in my country, there will be a coup d'État. So for her, it's a political decision. She has to do it. So if she needs to produce rice, she will produce rice. Mais le secteur privé peut la donner ce riz à un prix qui est un prix du marché si tous les marchés sont ouverts. And this is the issue of l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons tous produire et nous pouvons nourrir le monde si nous pouvons améliorer le secteur financier, si nous pouvons, et en passant par le secteur financier, l'infrastructure de base, juste pour nourrir le monde aujourd'hui. Je peux vous dire, entre 2008 et 2012, il y a le Rwanda, l'Éthiopie, le Burkina Faso, qui ont augmenté leur production, qui sont passés des pays importateurs de riz et de produits de base à des produits exportateurs. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable si la politique et la volonté politique de financer l'environnement pour la production est là. Donc I conclude my comment. Merci. Thank Merci. you. Hiroshi Watanabe, vous avez peut-être des solutions pour le financement justement des infrastructures. Vous observez depuis des années l'évolution de ces modes de financement, notamment sur le Sud. Well, thank you, Chair. So being different from Bella, I have no alternative to choose a language, so I'm going to speak in English on that. So, and already Jean-Michel and Eric and Lionel has listed some issues today we have to discuss on that. So as the advantage of the last speaker, I'm going to play a sweeper role of the soccer to point, which was not discussed already by the other previous speakers on that. In that case, impact of the climate change, there are a lot of many points, but the one we have to know is it's not so bad. Sometimes it's good. One of the good things is even the cold area in the old time has a higher productivity now to that. They can gain the very good higher temperatures. But also it has another negative impact. The melting the iceberg in the north and south is going to make the raising the sea surfaces. So in that case, the area which has a river mouth delta is going to have been suffering from the salt water. So it has kind of the negative impact to that. Especially in the case of Asia, it's very big. The country is going to produce the crop, but most of the area is in the south. Usually we say the north and south problem is the north is rich, but in the case of Asia, south is rich because most of the river runs from north to south to that. But now the delta area is going to be affected by the salt water. It's going to have some another difficulty in the maybe two decades or 3 decades later. But anyway, now the climate change is going to have the very big negative impact of the uneven rainfall.
Now we are going to have the drought and the flood at the same time on that. But especially the water control is very much important in the coming days on that. So last year in Thailand, they have a very big disaster for the flood is. Now I think the flood control is very much important to that. And second point, the technology. Of course, Kim has already raised a point, and we are going to make some R&D research and expenditure to raise the production side. But also, we are going to have the related industries, or maybe I can say the fringe or peripheral industry that is a transportation and also storage and canning and processing. How to make the crop be edible for a long time is quite important. So in that case, processing and also the canning and other transportation is very much important. And also how to shorten the transportation time from the site of the product to the consumer market is another big concern. So the road construction should be evaluated in the sense of such kind of good efficiency to that. I think already World Bank has such kind of assessment. I really appreciate that. And also in the case of the irrigation, in the case of the in context of water, it's very much important in coming days. But at the time also the new technology can be used. Pumping up the water is quite important thing to that. But now we can use the renewables or the small size power generation using the renewable can be spotted every corner. It would reduce the price of the electricity or the running such kind of irrigation system to that. So I think such kind of new technology can be also more utilized in the coming days to that. And the third one is water. Everybody talking about the issues on that. So just touch upon the how to utilize the unutilized river, or maybe not 100% utilize the river is quite important to produce more production of the crop in the coming days on that. I think there are only 6 rivers remaining to have the additional potentiality for the growth of the more crops in the coming days on that. There are 2 categories. One is the international rivers, which runs through the more than 5 or 6 countries. Another one is almost basically in the one country river to that. The first category, we have 3 one. In the La Plata, in the Latin America, and the Zambezi over Southern Africa, and also the Mekong in the Indochina Peninsula to that. So now they are going to have the good allocation of the sharing the water by the countries along the river. That could be very much important. Mekong has already established such kind of operation to that, but others, the river also makes such kind of the formation of the institution to that. And one country river, that is Magdalena of the Colombia, Amazon and Brazil, and the Congo in Congo. So in that case, we don't have any international collaboration to how to share the water, but we have some kind of the worries. If they are going to produce the product, it can be consumed in one country or in one market. There is kind of the exclusive enclosure is already found in the many countries. For example, one or 2 of the oil-producing countries is going to acquire the land in the neighbor country, and they produce the wheat and other crop, and they are going to simply bring back their product to their own country. Just only rich country can have the more supply to that. But from now on, we are going to encourage such kind of additional products should be open to the international market. That is quite important thing to that. And finally, the financing issues. So today the time is very scarce, but also in the time, now the food is scarce, but the money is abundant, especially short-term money is very much abundant. How to channel the money into the agricultural sector is very quite challenging. World Bank has been working very well, and also Asian Development Bank and the regional bank has been working to that. But I think, as Bella said, we are going to invite more private money to be invested in the agriculture sector. So in that case, we have some measures to be taken. First one, who is going to produce the agriculture product? In the case of the developed economies, individual farmer is very much dominant. But in the case of the developing economy or very low income countries, individual can have enough amount of the size of the operation, or we are going to encourage forming the cooperatives, or where they are going to have the cooperation. That could be one of the big discussion we are going to have. Of course, there is some political resistance is going to arise, so it is not so easy to that. But in order to the finance, who would be the
the producer is another important issue to that. And the second one is that we are going to make the institution in the domestic market, the microfinance operation and also the small size financing institution can be used. And also they are going to make the local currency financing. But it should be backed by the hard currency provision by the World Bank, multilaterals, or maybe our JBIC or any other the financing institution. And also in that case, there is the risk of the foreign exchange. I think the government or central bank or each hosting country should make some effort to that. Then in that case, we can have some flow of the money can be sustained in the days. And also we are going to use the agriculture machine as a collateral. In the case of the agriculture, collateral is very much difficult. In the case of the manufacturing, the production capacity and the facility can be used as a collateral, but the land is somewhat very much complicated, and also political reason restricted to use as a collateral. So now in order to have the more productivity, we can introduce the agriculture machine, and they can be used as a collateral. That is one of the ways to that. And also, in order to make the repayment schedule, we are going to allow the borrowers, farmers, pay back in the quantity of the product. They can be sold to the market, they can gain the money. But the schedule is not decided on the money form, but they have the quantity form. In that case, they can have some kind of the adjustability to the market. And the final, and also in order to mitigate the risk in the food market, there is a big volatility in the market. Food supply and the demand, and also the weather situation alike. Such kind of the external reason is going to have the big swing of the price in the market. So now we are going to invite the insurance on the climate. So already in the some Southeast Asian country has introduced such kind of the insurance system for the climate. It has not taken the risk, but it has mitigated the volatility of the risk on that. So I think that could have another assurance for the investors to be making the money into the market. That is quite important. That I finish. Thank you. Thank you. Alors je crois que, comme tout le monde a bien respecté les délais, nous allons pouvoir demander à la salle de poser quelques questions pendant 10 minutes, un quart d'heure, et après 10 minutes, 2 minutes. Ah. Non, une ou deux questions quand même. On a jusqu'à 17 heures, non? Bonjour, c'est pas vraiment une question, mais puisqu'on parle d'assurance, il se trouve qu'avec Planète Garantie, qui est dans le groupe Planète Finance, on a lancé un programme d'assurance récolte au Sahel, qui a démarré cette année avec l'IFC, la Banque mondiale, et on a un projet avec la coopération japonaise en Inde. Et ce programme, on a eu 3 ans de pilote à blanc, des calculs d'indices, etc. On est avec Suisse Re et plein de gens. Et cette année, il marche. Il est vendu à 10 000 agriculteurs au Sahel. Et la marche pour l'an prochain, c'est d'en vendre 100 000. Voilà, et c'est intéressant d'en parler aussi. Merci pour l'information. Lionel. Oui, merci. Non, je voudrais féliciter vraiment tous les orateurs parce que c'est quand même relativement, voire extrêmement encourageant tout ce qu'on a entendu. C'est-à-dire qu'on a quand même entendu qu'il y avait une grande diversité d'agriculture possible. Il y a au fond à peu près tous les financements. Il y a à peu près le progrès technique nécessaire. Et donc on se demande un peu quel est le chaînon manquant. Et je voudrais en signaler un. Tiré de l'expérience ouest-africaine où il y a les terres, le potentiel, la tradition, et même en fait de moins en moins de problèmes d'argent, parce que franchement, on peut en mobiliser suffisamment, de l'argent domestique et de l'argent international. Mais il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de coopérative. Il manque un chaînon manquant, c'est celui qui, comme le disait très très bien Madame la représentante de la Banque mondiale, est celui d'entreprendre en logistique, en chaîne de froid, en transport. C'est très simple, c'est des entreprises avec 3 camions, avec des silos frigorifiques, des frigos. C'est extrêmement simple et trivial, toutes les technologies sont disponibles, il y a absolument tout, sauf des entreprises. Et moi je crois que, puisque notre problématique c'est un petit peu l'Ouest, le Sud, où se lève le soleil,
C'est tellement simple. Si les coopératives françaises, si les entreprises agroalimentaires françaises ou européennes avaient chacune des projets de partenariat, de faire naître, de faire développer, d'accélérer le développement des entreprises, plutôt que d'attendre 50 ans pour sortir des dilemmes, on irait beaucoup, beaucoup plus vite. Et je crois que ça créerait par ailleurs des débouchés importants aux entreprises du Nord concernées. Donc on a un moment de partenariat pour créer des exploitations agricoles, coopératives ou privées, ce n'est pas tellement le sujet. Eric connaît très bien les efforts d'organisation des cotonculteurs d'Afrique de l'Ouest. Vous faites une coopérative, vous quintuplez la production de coton pour une raison simple. Vous avez résolu les problèmes de logistique, de stockage, de savoir-faire, etc. Il y a un grand besoin d'entreprises sur le terrain. Et est-ce que ce ne sont pas les Chinois qui, dans certains pays, sont en train de jouer le rôle de ces entreprises ? L'Afrique, écoutez, on n'a pas le temps d'en parler, elle n'appartient pas à la Chine. Elle appartient aux Africains et temporairement encore aux Européens. C'est un fantasme européen, la Chine. Alors, qui veut répondre ? Eric ? Oui, puisque nous participons d'ailleurs, Sylvie et moi, à une fondation qui s'appelle la Fondation Farm. Et nous avions eu exactement le même constat que Lionel. Les agriculteurs, s'ils sont isolés, ils sont morts. Il faut les rassembler, il faut les former dans des coopératives et établir le plus possible des filières. Et le chaînon manquant, c'est en fait le rassemblement, l'entreprise et après les filières. Alors c'est vrai, nous avons essayé de faire ça pour le coton et ça marchait assez bien pour le Burkina, qui a pris pas mal d'avance par rapport au Mali, qui était bien devant. Et je ne parle pas des difficultés terribles en ce moment et très angoissantes du Mali, mais avant, et donc parce qu'il y a eu cet effort de rassemblement. Et il faut faire ça dans ces domaines. Je reviens pour l'UNICEF du Niger, c'est la même chose. Il y a un programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. On est en train d'essayer de bâtir ce genre de rassemblement et d'entreprise, qui est particulièrement difficile mais nécessaire, puisque au Niger, le problème, un peu comme en Mongolie par rapport à la Chine, c'est que le pays riche, il est au sud. Et que les produits, les troupeaux par exemple, sont vendus sur pied au Nigeria, et les entreprises sont au sud, au Nigeria, et pas au Niger. Et s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de solution pour les entrepreneurs. Encore une fois, l'agriculteur, par définition, il est isolé et il est dans l'incertitude. Tout ce qui brise l'isolement et diminue l'incertitude, c'est bon pour la diminution de la faim. Vera, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, s'il vous plaît. Je veux revenir sur vous avez raison sur les coopératives. But c'est une question it's a chicken and egg in English we say. Si aujourd'hui nous avons, disons, un centre de stockage, je prends un exemple, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est très souvent, si vous avez un maison de stockage qui est géré par un privé, mais qui dit, vous pouvez amener votre cacao, and I will pay you, and keep it, so I'm buying it. L'agriculteur, tous les agriculteurs individuellement vont utiliser ce base de stockage. Après 1 mois ou 2 mois, ils vont se rendre compte, ou 2 saisons de culture, ils vont se rendre compte en allant toute seule avec 25 sacs quand ce qui se vend au marché, c'est 100 grammes par kilomètre. C'est pas intéressant pour moi. J'ai intérêt à m'assembler avec quelqu'un d'autre. Il va le faire. Je crois que encore le fond de ce débat, c'est que nous prenons l'agriculteur comme quelqu'un qui ne réfléchit pas économiquement toute seule. Donc on doit lui dire, you have to get together. Quand vous êtes ensemble, we will come and help you. Et si nous mettons l'infrastructure disponible avec des règles, par exemple, quand nous parlons de warehouse receipt, it's called in English, I don't know what the French word is for it. If you open a regulatory environment for warehouse receipts, the private sector will come in. They will put the warehouse receipts because it's a growing business in Tanzania, in Kenya, in Nigeria. The private sector is just waiting for the law, and they will come in. Then the farmers will agglomerate. You don't need to say, let's give the farmers, let's teach them how to agglomerate, and then when they agglomerate, we will build the house for them. They are not kids.
And I think this is the mistake. Merci. Une dernière question. Il a le micro. Ah bah oui. En réalité, ça laissera la place à une question parce que c'est juste une adresse à Monsieur le ministre. J'ai été à l'origine d'un investissement d'avenir d'un montant de 2,4 millions d'euros. Cet investissement d'avenir a bénéficié de la labellisation du pôle d'innovation fruits et légumes qui est à Avignon. Monsieur le ministre, je voudrais prendre prochainement contact avec votre cabinet pour que vous fassiez en sorte que cet investissement d'avenir pour l'ensemble de la filière, 250 entreprises à Perpignan, 22 marchés d'intérêt national, 45 entreprises du groupe Créneau, pour que cet investissement soit un succès. Ministre à noter. Merci à l'avance. Alors, dernière question. Oui, bonjour. En fait, j'aurais une question pour vous tous. Ce serait plutôt de l'ordre mondial, parce qu'on a dit on avait le potentiel pour nourrir la planète, on avait les avancées technologiques et scientifiques, mais je voudrais savoir comment on pourrait empêcher en fait la spéculation de venir brouiller tout ça, la spéculation surtout des politiques. Je pense par exemple en 2008 où il y a eu une crise alimentaire, parce que justement totalement liée à la crise financière, due à une anticipation d'une envolée des cours. Donc j'aimerais savoir si on pouvait complètement décorréler ces anticipations-là et les politiques agricoles, en fait. Si on pouvait empêcher la rumeur, comme en 2008, parce que les stocks étaient totalement stables, si on pouvait empêcher la rumeur d'avoir un impact direct sur la nourriture des autres pays. Rumeur, spéculation agricole, spéculation tout court. Qui veut répondre ? Je viens sur 2 points. Le premier, c'est l'investissement dans l'agriculture. Je l'ai dit, l'Europe investissait 20 dans sa politique de développement sur 100 il y a 20 ans. Elle investit 4 aujourd'hui sur 100. Et c'est bien le problème. Le deuxième problème, c'est que cet investissement, ce n'est pas uniquement dans l'agriculture. C'était évoqué sur le transport, le stockage. C'est surtout la transformation. Un produit agricole ne vaut que s'il est transformé. On ne mange jamais un produit agricole brut. C'est ça qu'il faut sortir de l'idée. Et tout le débat sur les agricultures vivrières qui laissent penser qu'elles sont vivrières par définition, alors qu'il y a toujours un acte de transformation, c'est ça qui pêche aussi. Sécher, conditionner, c'est aussi important que de produire. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelquefois en Afrique, on a importé beaucoup de céréales qui viennent d'ailleurs, parce que les céréales qui étaient produites sur place n'étaient pas transformées et donc pas accessibles. Et ça, c'est un problème majeur. Ce n'est pas simplement dans l'agriculture qu'il faut investir, c'est dans la transformation. Sur la question de la spéculation, bien évidemment, on sait que les phénomènes spéculatifs amplifient la volatilité des prix qui existent déjà, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Donc là, il y a des mesures à prendre. D'abord, il y a une transparence à organiser. On ne sait pas exactement quels sont les stocks aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Donc là, de ce côté-là, l'ONU, la FAO, il y a un vrai travail à faire de transparence. Ça a été commencé avec le G20, c'est aller vers une transparence et une politique de stock qui soit effectivement connue et qui permette à partir de là d'éviter des effets spéculatifs. Puis le deuxième point, c'est que si on peut accepter que dans l'agriculture, et il faut savoir que les marchés à terme, l'origine en fait de la spéculation, c'est l'agriculture, hein, c'est sur ces marchés-là que ça s'est créé. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas de règles sur cette question, parce que derrière, il y a dans l'agriculture la question d'alimentation et donc une question vitale. Les révolutions viennent des crises agricoles et alimentaires. Et on a encore vu la preuve il n'y a pas si longtemps dans le Maghreb. Donc là, il faut qu'il y ait des règles nouvelles et spécifiques qui permettent de réguler et d'éviter des envolées non maîtrisées des prix, simplement liées à des effets de spéculation. Ça existe d'ailleurs, il y a des mesures qui ont été prises à Chicago. L'Europe est en retard sur cette question et on devrait, nous, être beaucoup plus offensifs sur ce principe. Et puis deuxièmement, il y a peut-être aussi quelque chose à faire du côté du lien entre les volumes physiques qui sont traités sur un marché et le volume de monnaie spéculatif qui est lui-même sur ce marché. Et là, c'est des règles qu'il faut mettre. Mais je pense que ça fait partie des débats, c'est certain. Monsieur Watanabe, vous voulez intervenir ? Yeah, as you said, in 2008, we have the food crisis and the monetary crisis and any other issues. But at the time, I think the speculation was not the big reason for the food crisis. At the time, really the supply shortage against the demand to that. Especially there was some kind of mistake in the Vietnam government.
So the rice price is very much high because their production capacity has been very much low to that. In the case of the energy, the market, the spillover from the financial market, it makes a very big impact to that. But because the energy market, they can sell the 10 years later futures. But in the case of the food market, maybe only the 2 or 3 years is the maximum to that. So their size is somewhat very much limited. So the spillover would not be neglecting such small market on that so far. But I think we are, as the G20 maker, the policy makers have started the discussion how to prevent. But so far, I think the impact for the malfunction of the financial market causes the food market is somewhat limited to that. But one sense I like to argue the point is, Bella is listing the cocoa, but in the future, what would be the target of the food production? Daily food is much, much important. Cocoa and coffee and other products which can be sold in the international market should not be the main product of the Western African countries. That's my belief. I have been debating for more than 2 decades with the World Bank on that. Vera. Sur la question de la spéculation, je vais être très bref. Je crois que, et la régulation, nous devons être très prudents, je pense, parce que quelque part, les financements innovants sont, je pense, ce qui va être le moteur pour beaucoup de ce financement, surtout dans les pays en voie de développement. C'est vrai que c'est à cause des financements innovants ou peut-être un excès de financements innovants que nous avons eu la crise, mais je pense que ce n'est pas pour cela que nous devons, en essayant de remettre les marchés à pointe, trop régulés pour faire en sorte que ça devienne un peu plus difficile pour que les agriculteurs aillent au marché, comme monsieur le ministre a si bien dit, en 1848. C'était le début de commodity exchange trading in the US because we had a food crisis. And what they did was organize markets. So I think what we have to be very careful about is not to say you can trade on the market because we've had a crisis. On the contrary, you should be able to trade on the market, but we should regulate the market in such a way that we don't have another crisis. So there is a fine balance between that innovation and creating agricultural markets because we need those markets. Merci Lionel. Il te reste à conclure, puisque nous sommes dans les délais. Bien, merci beaucoup pour la qualité des débats à tous sur un sujet difficile. C'était absolument formidable. On n'est pas tombé dans la caricature, ce qui sur ce sujet est difficile. Bon, ce que je voudrais dire quand même avant de retenir en quelques mots les points saillants de ce débat, c'est ce que Kim va pouvoir évoquer en rentrant chez lui en Australie. Il va pouvoir attester que les gens du cercle sont très organisés. On a un brillant économiste australien qui vient nous parler d'agriculture en France. Et là, on se dit, oh là 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 là. Et donc, on s'est organisé, comme vous l'avez vu, pour que les cloches sonnent exactement pendant 7 minutes. Et comme si ça ne suffisait pas, on a déplacé le ministre de Paris pour le contredire sur l'OMC. Alors, ceci étant, je crois qu'il y a 3 choses à retenir de ce débat. La première, qui me paraît vraiment la plus importante, et à nouveau sur laquelle l'économiste à lui seul ne peut pas trouver toutes les solutions, c'est la place de l'agriculteur dans notre société et dans le système économique qui amène les gens à pouvoir s'alimenter. Et donc il y a eu 2 idées qui ont été évoquées. La première sur l'entrepreneur. L'agriculteur, c'est d'abord un entrepreneur, ou ça devrait être un entrepreneur. Et une autre façon de présenter les choses, c'est l'agriculteur jardinier. Donc ça n'a pas été évoqué comme ça, mais on a bien montré que la place de l'agriculteur dans la société, c'était aussi d'entretenir le paysage et qu'on devait prendre cela de plus en plus en compte dans les politiques. Alors ce qui m'inquiète un tout petit peu quand même de ce second point de vue, c'est que ça a déjà été très largement fait en Europe. La réforme de la politique agricole commune, depuis des lustres, c'est ça. On a fait en sorte de découpler. Et on l'a fait afin d'être sûr que toutes nos mesures soient dans la boîte verte pour que des gens comme Kim ne trouvent pas à redire sur notre politique agricole commune, donc qui est désormais à peu près non distorsive puisque tout est dans la boîte verte. Alors, le deuxième point après la place de l'agriculteur, c'est le modèle productif. Et là, on a vu qu'on a trouvé tout sauf un accord.
parce que le modèle productif, il y a deux extrémités, et la réalité et le bon équilibre sera évidemment entre les deux. Donc il y a une première extrémité dans laquelle on a une spécialisation totale selon les avantages comparatifs, et où on va avoir un petit nombre de places de localisation qui vont produire beaucoup, avec beaucoup de commerce. Et à l'autre extrémité du spectre, on a l'autosuffisance alimentaire. On voit bien que les deux systèmes ne marchent pas complètement bien et qu'il va falloir trouver une solution qui fonctionne quelque part au milieu. Et la troisième idée qui est importante, c'est l'idée qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, en dépit de la croissance des volumes de production agricole, il y a toujours de la pauvreté, il y a toujours de la malnutrition. Et finalement, la question de l'agriculture ne doit pas être dissociée de la question des politiques de lutte contre la pauvreté, dans les pays en voie de développement, bien sûr, mais ça a été dit par le ministre, y compris dans les pays industrialisés. Et là, de ce point de vue, ça pose une question importante qui est la question de la distribution des revenus et de la juste rémunération des productions. Donc j'arrêterai là, puisqu'on sait que la question du juste prix n'est pas une notion économique, mais c'est une notion qui, du point de vue social et du point de vue politique, est un vrai sujet. Et donc il faut trouver la façon de motiver l'agriculteur en ayant des prix suffisamment élevés, tout en permettant aux consommateurs de produire des biens offerts à des prix suffisamment bas. La réalité du marché est de trouver le bon équilibre. Bien.